Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec l'histoire d'Emma. Emma a 20 ans quand elle fait la rencontre de Vincent sur les réseaux sociaux. À 25 ans, le jeune homme est footballeur professionnel et il évolue dans un club en Bulgarie. En septembre dernier, séduit par le profil de la jeune femme, il décide d'entamer une conversation. Emma et Vincent apprennent à se connaître et se mettent rapidement en couple. Et fin septembre, la jeune étudiante rejoint son nouveau petit ami en Bulgarie. Le séjour se passe à merveille. Vincent présente la jeune femme aux autres joueurs de son équipe et l'emmène même à des soirées VIP. Mais ce qui ressemblait à un rêve va rapidement virer au cauchemar. Car au quotidien, Vincent profite des absences d'Emma pour fréquenter d'autres femmes. Mais ce n'est pas tout. Il devient également très jaloux à ses fréquentations, notamment concernant les messages qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux. Pour Emma, c'en est trop. En novembre, elle décide de mettre un terme à leur relation, mais Vincent lui envoie des billets d'avion pour qu'elle vienne le voir et qu'il s'explique une dernière fois. Seulement, sur place, les choses vont dégénérer. À la suite d'une énième crise de jalousie, Vincent aurait passé son ex-petite amie à tabac. Il aurait tenté de l'étrangler et l'aurait menacé de mort. Emma est affolée, elle ne sait pas comment lui échapper. D'autant plus que les portes de l'hôtel sont verrouillées. Dans un dernier espoir, comme un instinct de survie, elle décide donc de sauter par la fenêtre. Elle gardera de lourdes séquelles. Avant de recevoir Emma en direct sur notre plateau, retour sur cette nuit de cauchemar. Nous sommes à Metz, en Lorraine. C'est ici que vit Emma, une étudiante en communication de 20 ans. Très active sur Internet, la jeune femme a un compte TikTok qui rassemble quotidiennement près de 60 000 personnes. Et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que Emma va faire une rencontre qui va bouleverser le cours de sa vie. En septembre 2020, elle reçoit un message privé d'un certain Vincent. À 25 ans, il vit en Bulgarie où il est footballeur professionnel. Séduit par les photos d'Emma, il tente de la conquérir. Réticente dans un premier temps, la jeune femme cède peu à peu à son charme et à ses promesses. À distance, Emma et Vincent se mettent rapidement en couple. Et le 24 septembre, la jeune femme part rejoindre son nouveau petit ami en Bulgarie. Et sur place, Vincent sort le grand jeu. Le joueur de foot présente Emma à tous ses amis et à tous ses collègues. Les deux amoureux se rendent même à des soirées VIP avec d'autres joueurs de son équipe. Mais si les premiers mois de cette relation se déroulent à merveille, la jeune Emma commence à douter de Vincent. Au fil des semaines, leur relation amoureuse s'effrite. Et pour cause. Pendant son absence, le footballeur n'hésiterait pas à fréquenter d'autres femmes. Vincent serait également devenu très possessif avec la jeune Emma, jusqu'à contrôler quotidiennement sa localisation et ses fréquentations. Pour la jeune femme, c'en est trop. Et le 9 novembre, elle décide de mettre un terme à leur relation. Et si Vincent accepte sa décision, il voudrait voir une dernière fois la jeune femme pour mettre les choses au clair. Le lendemain, il lui envoie donc des billets d'avion à son nom pour qu'elle puisse le rejoindre. Mais Emma est loin de s'imaginer que ce séjour va virer au cauchemar. Sur place, Kylian, le cousin de Vincent, est avec eux. Mais sa présence ne dissipe pas les tensions dans le couple. En pleine rupture, ils ne cessent de se disputer. Vincent est furieux contre Emma, qui ose répondre au message de l'un de ses abonnés. Et pour tenter de lire leurs échanges, il lui aurait alors arraché le téléphone des mains et aurait forcé la jeune femme à le déverrouiller. Mais face à son refus, le footballeur serait devenu violent. Il aurait commencé à étrangler Emma. Il lui aurait ensuite tiré les cheveux et l'aurait jetée sur le lit, en l'immobilisant à l'aide de son genou sous la gorge. Durant de longues heures, Vincent aurait ensuite menacé la jeune femme de mort, tout en la passant à tabac.
aurait ensuite demandé à Kylian d'aller chercher un briquet dans le but d'immoler la jeune femme. Emma est effrayée. Elle ne peut pas s'enfuir car la porte de la chambre d'hôtel est fermée à clé. Pour tenter d'échapper à Vincent, elle bondit alors du lit et se cache derrière un rideau. Lorsqu'elle est à côté de la fenêtre, elle est saisie d'un instinct de survie et elle décide de sauter du premier étage. Après une chute de 5 mètres, la jeune femme tombe au sol. Et quand les secours arrivent, ils constatent rapidement que ses membres inférieurs sont blessés par la chute. Mais pas seulement. Le visage ensanglanté et le cuir chevelu d'Emma portent les marques de sa violente agression. Pourtant, la jeune femme décide de se taire. Vincent lui a en effet fait promettre de ne rien dire, car de telles révélations pourraient anéantir sa carrière de footballeur. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. Bonjour Emma. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Maître Bertrand Mertz, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes l'avocat d'Emma et vous allez nous parler d'aspects judiciaires de ce dossier. Emma, vous êtes sur les réseaux sociaux. Exactement, vous êtes une influenceuse, comme on dit aujourd'hui. On peut dire ça, voilà. En fait, ce garçon va vous contacter sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il m'a contacté par message et j'étais réceptive et de suite s'enchaîne une relation. Ça va très vite, hein? Ça va très très vite. Alors vous êtes célibataire à ce moment-là? Célibataire, bien sûr, une jeune petite femme célibataire cherche l'amour, qui reçoit un message et... Qu'est-ce qui vous séduit? Pourquoi tout de suite ça match entre vous? Au début, je me suis dit, vu que c'est une personne qui est dans un certain milieu, où il y a beaucoup de femmes, beaucoup de... Milieu du foot. Voilà, exactement. Je me suis dit, j'étais un petit peu réticente, mais cette personne m'a demandé qu'on s'appelle le jour même. Donc, on s'est appelé et à ce moment-là, c'était directement, je veux que tu sois la femme de ma vie, t'es tellement Le magnifique. premier jour? Oui, le jour même au téléphone. Je veux que tu sois la femme de ma vie, t'es tellement belle, t'es magnifique, je veux qu'on soit en couple, toi et moi, ça y est, je vais te présenter à ma mère. Ça a été des paroles... Au début, je lui disais, mais on se connaît pas. Ouais. Mais il me disait, en fait, c'était un coup de foudre de son côté. Ça a été littéralement un coup de foudre. Ça a été quelque chose dont moi-même j'ai été choquée parce que ce genre de paroles, jusqu'à me dire des je t'aime, il faut un certain temps. Bien sûr. On ne peut pas se permettre de se projeter avec une personne aussi rapidement. Donc, mais ça ne vous fait pas peur? Non, enfin, non. Ça vous éloigne pas? Au contraire, vous mettez pas de distance en vous disant, mais il y a pas... Je lui disais, mais ce n'est pas... Enfin, on se connaît pas. Mais c'est virtuel. C'est virtuel, exactement. Donc, au final, tu t'attaches à une personne, mais tu ne me connais pas. Mais en fait, plus les jours passaient, plus j'ai gardé contact avec lui. Et plus l'affection était là. Plus c'était le matin, il me réveillait, de beaux messages. Le soir, je dormais. C'était un petit rêve. Je me retrouvais, à avoir un cœur comblé d'une affection qui, moi, me convenait à ce moment-là. Oui, il répondait à votre demande, en fait, du moment. Exactement. J'avais besoin de cet amour-là, j'avais besoin de cette attention-là, j'avais besoin de... Il me donnait ce dont je voulais intérieurement. Ça va rester virtuel pendant combien de temps? Ça va rester virtuel pendant 2 à 3 semaines, jusqu'à ce qu'il me propose de venir le rejoindre en Bulgarie. Vous hésitez ou pas? Alors, j'ai hésité parce que je ne le connaissais pas et on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Bien sûr, c'est pour ça. La preuve. Et j'ai décidé d'y aller parce que je me suis dit, bon, ça fait quand même 3 semaines qu'on se parle, que je suis constamment avec lui, qui m'a présenté à son équipe, non comme étant sa copine, mais comme étant sa femme. Comme étant sa femme? Exactement. Au bout de 15 jours? En visio. Ouais. Il me présentait, j'étais avec lui quand il était chez le kiné, quand il allait sur le terrain, quand il était dans les coulisses. Carrément, limite, il s'endormait avec moi au téléphone. On était constamment ensemble. Donc moi, je me suis dit, voilà, c'est un réel coup de foudre de sa part. Mais vous aviez un coup de foudre? Non, j'ai pas eu ce coup de foudre-là, mais j'ai eu cette attirance. D'accord. Le coup de foudre, c'est beaucoup trop fort. Et un coup de foudre, j'ai pas eu cette... Mais juste, vous dites pas, il s'agit pas de vous culpabiliser, hein, il s'agit juste d'essayer de comprendre, mais vous dites pas, enfin, il est en Bulgarie, c'est quand même compliqué de prendre un avion, d'aller là-bas, je vais me retrouver dans un univers que je connais pas. Est-ce que ce serait pas mieux que ce soit lui qui vienne me voir, par exemple? Malheureusement, malheureusement, dans ce milieu-là,
tous les matins, ils ont entraînement, donc ils ne pouvaient pas se déplacer. Et c'était pas pendant les périodes de vacances. Et je me suis dit, bon, ben, je vais aller le rejoindre. Moi qui ne sors pratiquement jamais, je vais aller en Bulgarie, je vais découvrir ce pays, je vais découvrir la personne avec qui je parle. Et voilà, passer du virtuel au réel et voir comment est-ce que ça se passe. Est-ce que c'est aussi fort en vrai ou est-ce que c'était juste une illusion? Et il faut dire aussi que c'est un garçon qui a une certaine notoriété, donc ça rassure un peu peut-être. Vous vous êtes dit, je vais pas voir un inconnu, je vais voir quelqu'un qui existe un peu, enfin qui a une... Je me dis, il a une image, une réputation, voilà, c'est ça. Je risque rien. Et j'en avais parlé à ma maman. Et lui, notamment, avait parlé à ma maman. Et il a parlé à votre maman? Oui, il a demandé à ma maman et il voulait me fiancer. D'accord. Voilà, pour lui, en décembre, il voulait me fiancer. Ça se passe comment, les premières rencontres? Première rencontre, très bien. Du coup, j'étais à un match, donc en VIP. C'est ma femme. Il me disait, si je marque, tu descends, je te fais un bisou. C'était... Il voulait vous montrer, visiblement, en tout cas. Oui, il était fier. J'étais sa fierté. Il était totalement tombé amoureux de moi. Totalement. Et j'étais pas réceptive parce que l'amour, j'ai les valeurs de l'amour, je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un réellement. Et là, je ne peux pas aimer quelqu'un au bout d'un mois et au bout d'une semaine de rencontre. Donc, je l'ai rencontré. Il m'a présenté du coup à toute son équipe. J'ai mangé à table avec eux après un très gros match. Et tout le monde m'a bien accueilli. Je me suis jamais dit, non, en fait, Emma, t'es pas la seule. Parce que du coup, dans le Magnéto, vous faites comprendre qu'effectivement... il y en a d'autres. Il y en a d'autres. La première dispute, c'est fin octobre, je crois, c'est ça? Oui. C'est là quand vous retournez encore le voir. Oui. Là, les choses ont commencé à aller mal. Oui, alors il m'a entendu au téléphone avec une personne que je connais depuis des années, où je parlais de ma relation, où je disais que voilà, il y avait de la possessivité, qui commençait à être toxique. Et de là, il a vrillé. Et pourquoi il commençait à être toxique? Alors, il était déjà toxique bien avant. Ça voulait dire que je mettais, par exemple, Bob, et je faisais une vidéo. C'était espèce de sale pute, espèce de salope. Comment tu peux me faire ça? Tu me respectes pas. À un moment, il m'a appelé, il m'a demandé, il m'a dit, je suis amoureux de toi. Est-ce que tu l'es? Je lui ai dit non, parce que je suis honnête. J'ai des sentiments, je ressens quelque chose, sinon je ne serais pas là. Mais je ne suis pas amoureuse de toi. Et de là, ça a été des insultes. Il m'a rabaissé. C'était, je sortais dehors. Tu vas où? Tu vas avec qui? Tu vas voir personne. Limite, j'allais au Carrefour acheter des œufs. Ben non, c'est non. Tu vas aller voir. Il vous surveillait via votre téléphone aussi, hein, je crois. Oui, mais après, c'est moi qui ai donné ma localisation, comme lui avait sa localisation. C'est-à-dire vous aviez activé votre géolocalisation et il savait où vous étiez en permanence? Tous les deux, on avait nos localisations. Mais ça vous gênait pas? Ben initialement non. Et après en fait moi je me suis dit voilà, le rôle d'une femme c'est je sais pas, d'accompagner, d'aider, d'être présente, d'épauler. Et le rôle d'une femme, on a le sentiment que là vous êtes... non, exactement. Et en fait, moi, j'avais pas conscience de à quel point il était toxique. Ouais. Mais j'ai vraiment pris conscience parce que le soir, en fait, je dormais plus sereinement. C'était, Emma, demain tu vas te réveiller, il va te trouver quelque chose. Même une personne qui allait me liker, un commentaire, c'était fini pour moi. Et c'était des paroles qui étaient très fortes. Donc lui, on a eu une altercation vis-à-vis du coup d'un appel que j'ai reçu. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour se venger, il a appelé une escorte devant moi. Et désolé du terme, il a dit littéralement, fais-moi bander. Comme ça, devant moi, il me dit, tu manques de respect à appeler des gens? Ben, tu vas voir ce que je vais te faire. Il appelle cette fille-là, il lui dit, fais-moi bander. Et cette fille lui répond, tu sais très bien que c'est donnant-donnant. Normalement, moi demain, je reçois un appel d'un homme qui me dit ça. Dans une logique, je ne te connais pas, on n'a jamais eu de relation, je vais jamais dire c'est donnant-donnant. Donc là, j'ai compris qu'il y avait d'autres femmes. J'ai compris qu'il y avait des manques de respect. Et j'ai vrillé. Donc là, il y a eu une première dispute, une humiliation, des insultes. Je t'ai jamais aimé, je m'en bats les couilles de ta... C'était des paroles très dures. Très dures et très violentes. À un moment donné, vous allez, décider de rompre. Et alors là, il va faire un truc assez incroyable, c'est qu'il va vous envoyer un billet pour que vous reveniez une dernière fois, pour que vous ayez un dernier dialogue. Et c'est là que les choses vont mal tourner. Vous allez nous raconter ça dans un instant, et puis on va parler également avec votre avocat de la situation, pour voir où en est la procédure. On va faire une pause, et puis on se retrouve dans un instant avec vous, Emma. Vous allez nous raconter ce mois de novembre, quand les choses ont totalement basculé. À tout de suite, en direct sur Énergie 12.
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers. On est toujours avec Emma qui nous raconte son histoire avec ce joueur français qui l'a agressé, dit-elle. Elle va nous raconter dans un instant comment les choses se sont passées. Et puis on est également avec Maître Bertrand Mertz qui est l'avocat d'Emma. Emma, vous nous racontiez juste avant qu'on fasse la pause comment la relation s'était nouée avec lui, comment à un moment donné vous avez commencé à en avoir assez de cette relation, est devenue trop prenante, lui était trop présent. Et puis vous avez décidé de rompre avec lui. Il vous envoie alors des billets d'avion pour le rejoindre en Bulgarie. Vous acceptez de le rejoindre? Mais il m'a forcé parce qu'il a dépensé énormément d'argent et du coup, manipulation. Au final, vous acceptez d'y aller, vous y allez volontairement? J'y vais du coup, oui. Vous y allez volontairement. Quand vous arrivez là-bas, vous êtes surpris parce que vous voyez qu'il y a son cousin. Il y a son cousin qui était là, qui était aussi, on voulait se confiner tous ensemble et son cousin était là, était présent et donc c'était donc à son domicile. Et très vite, les choses ont dérapé. Pas le premier soir, mais le deuxième soir, les choses ont dérapé. La nuit du 14 au 15 novembre. Donc ça démarre du fait qu'il m'entend parler et il me demande Emma, tu fais quoi? J'ai dit je réponds à un vocal. À qui? D'un abonné. De là, il arrache mon téléphone et il part dans sa chambre et il enferme la porte. Il ferme la porte. Il ferme la porte à clé. Et au début, ça a été des violences qui ont été verbales. Ça veut dire sale pute, j'étais là que pour toi, pour t'utiliser, ouvre-moi ce téléphone, si tu n'ouvres pas le téléphone, tu sortiras pas de la pièce, et si tu l'ouvres pas de toi-même, je vais te le faire ouvrir par moi-même. Il voulait savoir à qui vous parliez, avec qui vous correspondiez. Oui, c'est ça? Je pouvais clairement lui montrer, mais je ne voulais pas parce qu'il y avait beaucoup de manque de respect par rapport à avant, donc je ne voulais pas, mais je pouvais lui montrer qu'il n'y avait rien du tout, parce que je ne manque pas de respect étant en couple. Et de là, donc, ça a duré des insultes, des paroles très humiliantes, très rabaissantes. Et de là, j'ai pas voulu ouvrir ce téléphone, donc il a commencé à venir aux mains. La violence physique. Qu'est-ce qu'il vous fait? Il commence d'abord par m'attraper le visage, d'une manière très brusque. Comme dans le magnéto, ça a été dit. Je pense que ma tête, elle a tapé tous les murs de sa chambre. J'avais des poignées de cheveux arrachées, j'avais la bouche qui saignait. Et il voulait que j'ouvre ce téléphone-là, donc avec la reconnaissance faciale, et je disais non. Je disais non. Donc il en vient à m'étrangler, à me prendre comme ça, par derrière, à m'étrangler, et à me dire si tu n'ouvres pas, eh ben, tu vas mourir. Et il commençait à parler de mort. Donc moi je me suis dit, bon, il est sous le coup de l'énervement, ça va pas être... c'est juste voilà, des menaces. De là, non, ça, il continue, et il vient et il me dit, tu veux pas ouvrir le téléphone? D'accord, j'ai cherché un 9 mm et j'ai tué, j'ai tiré dessus. Il ouvre la porte, instinctivement je le suis. Et direct il rentre et il me renferme. Parce que du coup, pour pas que je puisse sortir. Il réouvre la porte et son cousin passe devant. Et je le regarde et je lui dis, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. J'étais à moitié dénudée, mon t-shirt était arraché. Il y avait un miroir, comme j'ai dit, j'ai vu mon visage en sang, je me suis pas reconnue. Et je me suis dit, c'est pas possible ce que tu es en train de vivre. Et là, je voyais que c'était vraiment de la méchanceté pure, que il commençait vraiment à me torturer. Et donc, il regarde son cousin et il lui dit, viole-la cette salope. Elle mérite de se faire baiser, viole-la. C'est des paroles qui me sont très touchantes. Il m'a calé contre le lit. Il a mis sa jambe contre ma gorge pour ouvrir le téléphone. Toujours pas réussi, pas lutter. Et de là, un regard noir. Je ne reconnaissais plus la personne qui me regardait avec amour, mais avec un regard noir. Je voyais devant moi... Vous pensiez vraiment qu'il allait vous tuer? Il allait. Il m'a dit, Emma, tu ne verras plus jamais ta famille. C'est la dernière fois que tu verras ta famille. Je n'avais pas mon téléphone. Et il m'a dit, moi tu me connais pas, je suis un diable, j'ai déjà fait de la prison. Tu vas voir ce que c'est d'être avec un démon. Je vais te séquestrer, je vais t'enfermer dans l'armoire, je vais t'attacher. Et j'ai des contacts. Je vais organiser ton meurtre, je vais te tuer. Et je vais manigancer ça sous forme de disparition. Donc tes parents, je vais leur dire que tu es sorti et qu'on ne te retrouve plus. Ah oui, il y avait tout un scénario qu'il avait imaginé, qu'il avait créé pour... Et il me disait ça. Et j'étais tétanisée. Donc j'étais là, je n'ai même pas les mots pour expliquer la terreur que j'avais et la peur. Je suis une petite fille, je viens pour aimer un homme. Et cet homme-là cherche à m'enlever la vie, mais littéralement. Littéralement. C'était son objectif. Jusqu'à me cracher au visage.
C'était très intense, ça a été très difficile pour moi et je voyais aucune solution. À un moment donné, vous allez profiter d'un moment d'absence, vous allez sauter par la fenêtre et vous êtes à 4-7 mètres de hauteur, vous allez vous blesser gravement, sérieusement, vous allez être hospitalisé. Vous allez réussir à rentrer en France? Je suis rentrée en France grâce par une manigance, je pense, de son club. Qui a voulu vite vous expulser et vous faire sortir. Maître, sur le plan juridique, on en est où? Oui. D'abord, il faut dire que ce sont des faits graves. Oui, on entend du mot qu'on puisse dire. La séquestration, quand elle n'est pas suivie d'une libération volontaire de la part de celui qui séquestre, c'est une infraction criminelle punie de 20 ans de réclusion criminelle. Il y a également des faits de violence volontaire, il y a des faits de menaces de mort, donc c'est une affaire grave. Avec une particularité, c'est que les faits ont été commis à l'étranger. Une victime française et en outre par un auteur qui est également de nationalité française. Alors l'article 113.7 du Code pénal prévoit la possibilité, lorsque la victime est française, alors même que les faits ont été commis à l'étranger, de déposer une plainte en France. Ce que j'ai fait. Mais il me semble que dans cette affaire, les autorités judiciaires françaises vont devoir travailler et collaborer avec les autorités judiciaires bulgares. J'ai donc préparé une plainte que j'ai fait traduire en langue bulgare. Et avec cette plainte, j'ai saisi le procureur de la ville de Razgrad. Et puis ensuite, j'ai saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Et donc on en est au début de cette procédure. Maintenant, l'auteur des faits va devoir s'expliquer. Je pense qu'il devrait être convoqué en France avec le fameux cousin pour venir expliquer dans quelles circonstances les choses se sont passées, quel est son point de vue. Mais enfin, si aujourd'hui nous sommes devant vous, c'est aussi parce que Emma a constitué un véritable dossier. D'abord, vous avez vu qu'elle est très précise dans ses explications. Elle a des photographies, il y a un dossier médical. Enfin, il y a des éléments extrêmement solides qui ne permettent pas de douter de la sincérité de sa parole. Et je voudrais dire... je vais vous laisser le dire dans un instant, juste parce qu'elle a dit quelque chose assez rapidement, Emma, tout à l'heure. Elle a dit qu'à un moment donné, ce joueur lui dit « j'ai déjà fait de la prison ». Est-ce que vous avez pu vérifier s'il avait des antécédents? Oui, alors on a notamment des articles de presse, puisqu'il avait joué dans une équipe espagnole auparavant, des articles de presse qui relatent le fait qu'il avait été poursuivi en Espagne pour des faits de violence volontaire sur sa conjointe. D'accord, des faits quasi similaires, donc. Parce qu'il a des enfants, il a une vie conjugale, donc des faits similaires. Ça donne encore davantage de crédit aux explications d'Emma, parce que il semblerait que c'est quelqu'un qui a donc un précédent. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut saluer le courage d'Emma, parce que Emma... Aujourd'hui, elle a eu le courage d'aller déposer plainte et de venir devant vous et devant d'autres médias. Mais combien de femmes et de jeunes femmes sont victimes de violences de cette sorte et n'osent pas? Et donc, je crois que par son exemple, Emma veut dire à toutes les femmes victimes, allez-y, quoi. Maintenant, ça suffit. Tous les jours, dans l'actualité, on voit que des femmes sont violentées. Il faut maintenant que ce doit être une grande cause nationale, finalement. Il faut que ça cesse, ça n'est plus possible. Et je crois qu'il faut saluer le courage d'Emma. Oui, j'aimerais bien du coup passer un message à toutes ces femmes-là qui sont dans le silence, qui risquent ou qui risqueraient de vivre ça. Alors moi, j'ai eu la force de porter plainte grâce à ma communauté, que je ne considère même pas comme ma communauté, mais comme des anges, parce qu'ils m'ont sauvé la vie, parce que j'étais en psychiatrie du coup. J'étais en psychiatrie, je suis allée à cause du choc post-traumatique. J'étais en centre de rééducation parce que je devais être tétraplégique. Je m'en suis sortie. J'étais 4 mois en chaise roulante. Je devais plus marcher. Je suis une miraculée. Et ces personnes-là m'ont aidée sans même savoir mon histoire. Et surtout, par-dessus tout, grâce à ma sophrologue, une dame qui m'a ouvert les yeux en une seconde et qui m'a fait comprendre. Et je veux faire comprendre à ces femmes-là que quelle que soit la violence, qu'elle soit psychologique ou qu'elle soit physique, il faut absolument partir parce qu'il y a toujours une finalité. Elle peut être positive, la finalité, mais moi, elle a été négative et j'ai eu de la chance de m'en sortir. Et il y a des gens qui peuvent avoir une finalité la finalité peut être la mort, comme moi je l'ai risqué étant brûlée à vif. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes passé très près, justement, du drame. C'était son envie. Merci Emma Maître, vous nous tenez au courant de l'évolution de ce dossier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour ce témoignage. Je précise quand même que ce joueur pour l'instant est présumé innocent dans ce dossier puisqu'il n'a pas été jugé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain en direct à partir de 13h35 sur 12 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain et d'ici là, soyez prudents.